Bon, le temps de cette présentation, vous avez pu contempler deux magnifiques images qui datent de 1912-1913. Ce sont les premiers autochromes connus du Cap Sizun, du Sud Finistère même, donc pris par un photographe qui s'appelle Gustave Guin et dont le fond photographique est conservé aux archives départementales de la Manche. Et ce sont quelques images donc, qui datent juste avant la guerre et qui nous permettent de voir pour les premières fois, un paysage délesté de son austérité, de sa monochromie, de tout ce qui fait un petit peu la vision et puis même les archétypes d'une Bretagne souvent considérée comme étant effectivement noire et un peu sombre. On voit sur ces deux images-là que non seulement ça grouille de vie, bien entendu, mais ça déborde de couleurs aussi. Donc gardez ces couleurs en tête pour coloriser mentalement les images qui viendront par la suite. Sur cette photographie de Gustave Guin, vous voyez aussi au cul de ces deux canottes là, le nom des bateaux, Amélia, Anna et Hélène, dans une très belle gothique dont on va abondamment parler pendant cette présentation, et qui donc sont ce qu'on va appeler les marques de poupe. Alors les marques de poupe, c'est une obligation qu'ont les marins-pêcheurs depuis bien longtemps, c'est-à-dire que ça remonte à la période révolutionnaire en France. Il y a une loi qui passe en 1795 et qui va imposer à l'ensemble des marins-pêcheurs de l'ensemble du littoral, du royaume déchu, de la Nouvelle République française, et qui va leur demander tout simplement d'écrire de part et d'autre le nom du bateau, j'ai pris par exemple Sainte-Anne ici, et de l'autre côté, le nom du quartier maritime, c'est-à-dire le grand ensemble administratif qui va régir les différents ports d'attache. Donc, cette première loi, finalement, ça va être le point de départ de tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire la demande expresse que les bateaux soient identifiables, avec des marques extérieures visibles et lisibles, notamment par les gendarmes. C'est évidemment un outil de surveillance. C'est pas pour faire joli, vous l'aurez bien compris. À l'époque, les consignes qui sont passées aux marins sont assez maigres. On leur demande simplement d'utiliser des caractères en blanc sur fond noir. Cette consigne est relativement tombe sous le sens, puisqu'à l'époque, toutes les embarcations, grandes, moyennes, petites, sont toutes de couleur noire, enduites de coltard, comme vous le savez. Donc, on demande, pour que ce soit parfaitement lisible, à ce qu'elle soit peinte à l'huile en blanc. Et la deuxième consigne est une consigne métrique, c'est-à-dire qu'on leur demande d'écrire avec des caractères qui font pas moins de 4 pouces de haut. Le système métrique n'est pas encore adopté, ce qui fait environ une dizaine de centimètres. Alors, évidemment, la photographie n'est pas encore inventée. Nous n'avons pas de témoignage de cette pratique au début du XIXe siècle. En revanche, on peut encore constater, même un siècle plus tard, que ces consignes-là sont toujours en vigueur et que le nom du port d'attache et le nom du bateau sont marqués de part et d'autre à la poupe de chacun des navires. Voici une photo de Tassier. On est dans le port d'Audierne au début des années 1910, avec une très belle inscription en gothique à nouveau, un bateau qui s'appelle Courrier de Capharnaüm. Je vous laisse méditer. Les premières photos connues, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle la protophotographie. La photographie est inventée en 1925 à peu près, mais elle ne devient portative que quelques années plus tard. Et les premiers daguerréotypes que l'on connaît du Finistère sont conservés aux archives de Brest. Et voici ces quelques images, qui sont quand même des images très très piquées pour l'époque, c'est-à-dire très très définies. Et effectivement, on est aux alentours de 1840 ici, on s'aperçoit que les bateaux n'ont pas de marque à l'avant cette fois. Donc là, je ne parle plus des marques de poupe, mais des marques qui doivent être portées à l'avant du bordage. Et on voit sur certainement un petit coquillet de la rade qui ne présente pas de marque à l'avant. Il y a une raison à cela, c'est que la seconde loi majeure qui va passer est en train d'être négociée entre la France et l'Angleterre. Le Royaume d'Angleterre et la France sont en train d'essayer d'éviter un affrontement, un nouveau conflit, un énième conflit peu de temps après la fin des guerres napoléoniennes. Et ce conflit, cette fois, se concentre autour des îles anglo-normandes. Et c'est un vieux problème qui n'a toujours pas été réglé, même avec le Brexit, c'est-à-dire que dans cet archipel de Jersey, on ne sait pas, et on ne sait toujours pas qui a le droit de pêcher des huîtres, qui n'a pas le droit, quand, etc., etc. Donc pour éviter
que les pêcheurs aient à pratiquer leur activité sous le contrôle de bâtiments de guerre, la France et l'Angleterre vont signer une convention. Et en 1853, en France, un décret passe enfin. Et un des termes de cette convention, après le découpage de l'espace maritime et puis quelques règles de pêche, de saison et puis de volume, une des règles est de pouvoir, de part et d'autre de la Manche, pouvoir identifier la provenance d'un navire. Donc cette fois, on va exiger aux marins de marquer à l'avant, sur les deux bords, tribord, bâbord, donc près des traves, on va leur demander cette fois d'écrire deux choses. Le numéro qui leur est attribué par ordre d'arrivée des inscrits à l'inscription maritime, et puis une lettre initiale, quelquefois deux, qui vont symboliser, représenter le port d'attache. En tout cas, plutôt le quartier maritime que le port d'attache pour être précis. Donc en 1853, le décret est un peu plus précis qu'à la période révolutionnaire. Cette fois, donc, on a une indication qui est toujours la même, c'est d'écrire en blanc sur fond noir, pour un maximum de lisibilité. Et puis, en plus de la hauteur du signe, qui cette fois-ci est déclinée en deux tailles en fonction du tonnage du bateau, vous allez avoir des signes de 45 cm de haut pour les gros bâtiments et de 25 cm de haut pour les petites embarcations. Cette fois-ci, les marins ont aussi une information qui va concerner la largeur des caractères. Non pas la largeur des caractères, mais la largeur de ce qu'on appelle le fût du caractère, c'est-à-dire sa graisse. D'accord ? Et cette indication, elle va être de 6 cm pour les grandes lettres ou de 4 cm pour les petites lettres. Donc c'est un peu plus précis qu'auparavant. En même temps que ce décret est publié, bien évidemment, il faut attribuer dans la foulée à chaque port, à chaque quartier maritime, il faut attribuer des lettres initiales. Et alors là, donc, chaque arrondissement maritime, puisque c'est l'entité militaire en fait qui va administrer des portions de littoral. Il y a 5 arrondissements maritimes en France qui sont pilotés globalement par les grands arsenaux en fait. Quimper est donc à l'origine, en 1853, le quartier maritime de ce qu'on peut appeler le Sud Cornouailles, si on veut. À l'intérieur du quartier maritime de Quimper, qui est noté la lettre Q, vous allez avoir 3 sous-quartiers. QD pour Q-Douarnenez, QA pour Quimper-Audierne et QC pour Quimper-Concarneau. Vous l'avez compris, d'accord ? Donc à l'époque, 1855, le quartier maritime de Quimper, c'est un très grand quartier et l'administration est centralisée en ville, c'est-à-dire parfois à une route, ça peut être à une journée de route des havres et des ports qui jalonnent la côte. Donc évidemment, c'est très centralisé, c'est pas très pratique et puis c'est une surface de territoire qui est énorme à couvrir par les autorités. Mais bon, ça va être ça pendant quelques années. Des photographies qui témoignent de cette époque avec le QD, le QA, le QC, elles sont très rares. Bien évidemment, la photographie, on est dans les années 1860, elles sont quand même très très rares. On a une photographie de Douarnenez qui est la lance de l'enfer avant qu'elle soit comblée, ou en bord de photographie, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai entouré là, vous avez un QD qui a failli échapper au cadrage du photographe, et c'est quasiment une des seules occurrences du quartier maritime de Douarnenez sous la tutelle de Quimper. À Concarneau, on a un peu plus d'images, et ici on a un magnifique QC 1817, qui est donc un bateau qui, comme son nom l'indique, maintenant on peut le reconnaître comme ça, est un bateau non seulement français, mais qui est un bateau qui donc relève du port d'attache de Concarneau, qui lui-même relève de la tutelle de Quimper. En 1869, le cours un peu accéléré d'histoire va bientôt s'arrêter, mais j'ai besoin de préciser juridiquement un petit peu quels sont les enjeux pour que vous compreniez bien ensuite les images qu'on va parcourir ensemble. En 1869, il y a un peu de mouvement. Douarnenez est l'un des premiers ports à s'émanciper administrativement de Quimper, c'est-à-dire qu'il va devenir un quartier de plein exercice, et donc Douarnenez n'est plus un QD à proprement parler, mais va hériter de ses propres lettres. Et ces propres lettres vont être les lettres DO pour Douarnenez. Et du coup, par effet rebond ou cascade, en tout cas, Audierne n'est plus sous-quartier de Quimper, mais devient momentanément sous-quartier de Douarnenez. C'est quelque chose qu'on sait assez peu de livres en parlent. Et donc, on a quand même une trace au service historique de la Défense à Brest qui témoigne d'une correspondance entre les autorités locales et puis Paris.
où globalement on a donc bonjour monsieur le préfet, à la suite de la patati patata, Douarnenez porterait les lettres DO et ceux du sous-quartier d'Audierne porteraient les lettres DOA. Donc voilà comment ça se décide, c'est un simple échange de courrier où globalement vous avez un responsable au ministère de la Marine qui passe la consigne effectivement à son préfet ou aux commissaires locaux pour demander à chaque mouvement administratif quelles sont les lettres qui sont désormais en place pour chaque quartier. Donc DOA. Alors des photos DO, on est encore assez loin dans le temps, c'est-à-dire qu'on est aux alentours des années 1870. La photographie au bout de la Bretagne, c'est pas encore une chose courante. On a très peu d'images. Ici, sur une petite carte de visite des Sables d'Olonne, vous reconnaissez certainement les sables. Vous avez des chaloupes douarnenistes qui sont ici échouées, et pour la première fois, et quasiment la seule, on voit quelques marquages de bateaux douarnenistes très anciens. Vous voyez là, les traves vraiment verticales, avec la numérotation DO. Mais le problème, c'est qu'à Audierne, jusqu'à présent, j'en ai pas. Je n'ai pas de photographie de bateaux, d'embarcation d'Audierne avec la mention DOA, soit sur sa voile, puisque le marquage, j'ai peut-être oublié de le dire, mais doit être répété sur la grand voile, en tout cas sur la voile principale de l'embarcation. Donc on n'en a pas. Les seuls témoignages proviennent plutôt des arts graphiques, on peut appeler ça des arts graphiques, une petite peinture qui est conservée au musée de Pont-Aven, avec un bateau dans la tourmente et qui porte le numéro DOA 3005. Voilà. Et puis un dessin publié dans le dernier tome d'Arvag, non, le tome 4, d'Arvag, où on a un DOA 2501, Notre-Dame de Bon Voyage. Alors, j'imagine, je suis même quasiment certain que ce dessin a été fait d'après une carte postale ou une photographie, nécessairement. L'enquête est en cours, je vais contacter le dessinateur, Claude Mahot, très certainement, de ce portrait de bateau, et lui demander s'il se souvient du modèle qu'il avait à l'époque pour dessiner ce DOA. Auquel cas, ce serait la seule carte postale ou la seule photographie, à ma connaissance, d'un bateau d'Audierne avant qu'il ne soit immatriculé. Seulement. 1882, patatras, ou branle-bas de combat, comme on veut. L'activité sardinière dont parlait Jacques en introduction est telle, dans les petits ports qui ne sont plus si petits que ça, essor démographique, installation des friteries et des industriels, bref, un commerce qui explose littéralement. Donc, globalement, en France, l'ensemble des sous-quartiers deviennent, du jour au lendemain, en 1882, quartiers de plein exercice. Ça a un effet dingue, c'est qu'entre 1853, c'est-à-dire au moment où on passe la loi, et 1882, c'est-à-dire 30 ans plus tard, le nombre de quartiers maritimes va doubler sur les deux arrondissements maritimes qui nous concernent, c'est-à-dire le 2e et le 3e arrondissement maritime. Évidemment, il faut distribuer des lettres à tous ces nouveaux ports. D'accord ? Il ne s'agit plus d'avoir une lettre de Quimper, par exemple, ou de Brest, qui seraient des lettres un peu mères, et ensuite d'avoir une deuxième lettre. Il faut attribuer des lettres à tout le monde. Et voilà ce que devient le quartier de Quimper, subitement en 1882. Vous voyez qu'il a perdu un peu de sa superbe. Il ne lui reste plus, globalement, que la gestion administrative du pays bigoudin. Audierne a pris son autonomie. Et donc Audierne est le centre de son propre quartier maritime, avec un syndicat à l'île de Sein, je crois, et un deuxième syndicat à Audierne. Douarnenez était déjà quartier maritime et perd son sous-quartier d'Audierne. Et puis Concarneau, qui était sous-quartier d'abord de Lorient puis de Quimper, devient enfin lui-même quartier maritime de plein exercice. Le quartier de Quimper disparaîtra en 1919, remplacé par le quartier du Guilvinec. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a un mouvement comme ça qui redécoupe et qui réagence un petit peu les forces et puis les endroits de contrôle. 1882, nous avons retrouvé ici une très belle lettre signée donc Motet, qui est donc un des pontes du ministère de la Marine et qui écrit à nouveau à Audierne en demandant quelle sera cette fois la lettre que souhaite arborer les marins-pêcheurs du quartier maritime d'Audierne. Alors, il y a quelque chose qui est un peu rageant, mais bon, on fait comme on peut, c'est qu'au service historique de la Défense, où sont conservés tous les registres et la correspondance entre les quartiers maritimes et puis les autorités centrales, nous n'avons que la correspondance aller, c'est-à-dire de Paris vers le littoral. Et malheureusement, perdue ou égarée, je ne sais pas, la correspondance retour, qui devait pourtant être extrêmement riche, c'est-à-dire quasiment le journal de bord des commissaires maritimes, elle n'existe plus. Donc on ne peut que supposer les réponses
qui sont faites par les autorités locales. Donc ici, à la question qui est posée, je vous prie de me faire parvenir vos propositions en vue de la désignation des lettres initiales qu'il y a lieu d'arrêter pour les divers ports du 2e arrondissement. Donc on suppose, en tout cas moi je suppose, que la réponse fut A. C'est logique. Le problème, c'est qu'Audierne n'a pas été seul à répondre A. On le verra plus tard. La réponse fut A. Maintenant, petit récapitulatif. Il y a une interro écrite à la fin, d'accord? Donc en 1853, Q, QD, QA, LC pour Lorient-Concarneau. Alors Concarneau a été promené d'un quartier à l'autre pendant très longtemps. Et puis, donc, enfin, après être passé rapidement sous la tutelle de Douarnenez, Audierne en 1882, je parle du quartier maritime d'Audierne et pas du port d'Audierne, hein, on va voir la différence tout de suite, enfin hérite de sa propre lettre, c'est-à-dire la lettre A. Maintenant, il va falloir aller faire un tour, effectivement, et regarder un peu plus dans le détail, parce qu'un quartier maritime, c'est vaste, c'est grand. Si on se concentre, le quartier maritime d'Audierne, globalement, ses limites géographiques, administratives, il faut comprendre que la limite se situe globalement à l'époque à la pointe du Millet, d'accord? Et cette pointe-là distingue donc le quartier de Douarnenez du quartier d'Audierne. Et au sud, il faut aller très bas dans la baie d'Audierne, et c'est-à-dire à peu près la frontière entre Plouvon et Tréguennec. Alors je ne sais pas quelle est la limite naturelle, peut-être que ce sont les étangs de Plouvon qui marquent la différence entre le quartier donc, de Quimper, qui deviendra le quartier de Guilvinec, le pays Bigoudin, et puis le quartier d'Audierne. Donc vous voyez que c'est quand même assez vaste. Bien évidemment, sur la côte nord, c'est-à-dire la pointe du Millet jusqu'à... bon, il y a beaucoup moins de havres, et puis plus bas sur la baie d'Audierne, il y a aussi moins de ports, donc évidemment, on va se concentrer aujourd'hui, en tout cas ce soir pour cette présentation, sur l'activité des ports et les embarcations du Cap Sizun. Mais qui n'est, gardez-le en tête, qui n'est qu'une portion, évidemment la portion la plus dense et la plus active, mais qui n'est quand même qu'une portion du quartier maritime d'Audierne. Je remercie Hervé déjà pour tout, pour la captation, pour tellement de choses, et puis je le remercie aussi pour un boulot formidable qu'il a réalisé auparavant pour des conférences à lui, que je vous encourage à aller consulter sur la toponymie, sur le nom des lieux et la géographie du Cap, qu'il connaît comme sa poche. Et donc Hervé m'a confié des éléments de cartographie justement pour ne pas perdre trop de vue la réalité de terrain d'un littoral déchiqueté, complexe, avec énormément de danses, de poules, de ports, où les pêcheurs, les différents pêcheurs allaient travailler. Donc vous voyez qu'on a ici la dizaine de communes, il ne faut pas oublier l'île de Sein bien évidemment, qui composent le Cap. Audierne, évidemment, du fait de sa position, de ses ouvrages maritimes, de sa position centrale, de la gare d'Audierne qui permet de faire partir le poisson frais, etc., évidemment concentre énormément de l'activité halieutique. Je ne sais plus qui avait donné le chiffre, je crois que c'était Michel Bescou dans un livre récemment, disait que aux alentours de 1900, sur 25 conserveries qui ont été comptabilisées dans le Cap Sizun, il y en a 19 qui sont à Audierne. Donc bon, oui, effectivement, Audierne est un centre névralgique, il n'y a aucun doute par rapport à ça, mais ça n'est pas... il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt, si vous passez l'expression. Il faut aussi prendre en compte des pratiques qui sont beaucoup plus locales, avec des anses ou des petits havres qui comportent un ouvrage ou simplement un bout de cale, bref, ou ne serait-ce qu'une configuration qui permette de tirer la barque au sec et de la remettre à l'eau, et qui sont autant d'histoires des marins du Cap Sizun. Voilà. Bon, allez, on y va. Fini le cours d'histoire géo. Viré dans le Cap. On commence. À mon sens, en tout cas à ma connaissance, la première photographie, le plus ancien bateau estampillé du A d'Audierne, est une photographie qu'on doit à un grand archéologue qui s'appelle Paul du Châtelier et qui a longtemps occupé le château de Kernus. Le fond photographique, quelques plaques, et il a été aussi, je pense, membre, voire président de la Société archéologique du Finistère pendant des années, et très bon ami d'un autre, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, folkloriste ou historien, qui est Hyacinthe Le Carguet, en fait, ici, et dont Paul Cornec a réalisé une très belle biographie avec des sélections d'histoire sur le Cap Sizun notamment. Donc, Paul du Châtelier
prends cette photographie, une plaque de verre qui est conservée aux archives départementales du Finistère, et ici, malgré le bouger, malgré la piètre qualité de la photographie, vous voyez, je travaille un peu dans le flou parfois, il faut faire avec, on localise sans problème, en tout cas on peut voir que cette barque est le A1222. Et voilà une des parties de mon travail, en plus de l'enquête universitaire et puis l'enquête qui relève de la collecte d'informations, de photographies, de témoignages, de lectures. Je redessine. Je dessine beaucoup. Dessiner me permet justement quelquefois de compenser des problèmes de qualité ou de médiocrité de photographie. Ça me permet bien évidemment, avec une interprétation qui est toujours un peu subjective, je pense que vous n'auriez pas fait le même dessin que moi, mais avec l'habitude, je commence à connaître un peu le comportement des formes, même dans des situations de flou, de bouger, de mauvaise définition, et j'arrive finalement à compenser et par le dessin à interpréter ces formes en me dégageant un petit peu de l'anecdote entre guillemets de la photographie. Donc A1122. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette immatriculation-là? Elle est extrêmement simple. Elle est dans un style qu'à l'époque tous les Français connaissent en tout cas, puisqu'il y a quasiment un style typographique qui est imposé par l'État depuis plus d'un siècle. C'est un style qui est proche du Didot. Alors le Didot, c'est une dynastie d'imprimeurs et de graveurs de poinçons qui exerce déjà depuis un siècle, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Mais le style, et le style empire a confirmé l'existence de ce caractère-là, de cette famille en fait, comme étant finalement un caractère un peu officiel. Donc c'est un caractère qu'on peut dire extrêmement contrasté, c'est-à-dire que les parties pleines, les parties larges des lettres sont très très fortes, tandis que les parties déliées, les parties fines, sont quasiment inexistantes. Et c'est pour ça que sur une photographie qui manque de piqué ou qui manque de mise au point, toutes les parties déliées ont tendance à disparaître avec l'éloignement ou avec le bouger du bateau. Donc c'est ça que moi je dois compenser par le dessin. Très belle photographie de Victor Camus ici, qui a fait l'objet d'une rétrospective, d'une expo, je crois, au Marquisat de Pontcroix il y a peu de temps, que j'ai loupé malheureusement, donc j'espère que vous avez pu vous y rendre. Victor Camus photographie ici un bateau qui porte le numéro A1207, Notre-Dame de Bon Secours, et je dois cette photo à Henri Kérizit, qui est mon fournisseur d'images, ami, soutien de la première heure et fournisseur d'images. Et là, on peut s'approcher un peu plus, et on constate sur cette immatriculation-là, qui est un bateau de Plogoff, qui appartient donc à un patron qui est domicilié à Plogoff, que le A n'est plus aussi simple qu'auparavant. Donc on a déjà un petit enrichissement très simple, toujours sur la base du Didot. Donc on voit bien que le Didot est toujours derrière ça, mais cette immatriculation va hériter d'une pratique qui est une pratique voisine et qui a démarré 3 ou 4 ans plus tôt dans le grand port voisin et concurrent de Douarnenez, qui est, c'est pas l'histoire que je vais raconter ce soir, qui est l'histoire des chiffres péchants ou des alphabets à barbe. C'est-à-dire qu'on voit dans le port de Douarnenez, majoritairement, un peu à Tréboul aussi, on voit autour des années 1886, 1887 et 1890, on voit notamment que les chiffres à fût droit, c'est-à-dire le 1, le 4 et le 7, vont commencer à être agrémentés avec des barbes, c'est-à-dire des extensions en forme de double hameçon. C'est une autre histoire. Je vous laisse aller consulter ça parce que ça a fait l'objet d'une autre conférence, donc on peut trouver cette histoire en ligne. Tout simplement pour vous dire à quel point la communication, y compris dans des situations de concurrence, voire d'animosité ou d'hostilité entre ports, on peut quand même admettre certaines pratiques, les adopter, en tout cas tout ou partie, et puis les transformer. Ici, quand je vois le A prendre la forme des barbes, je me dis, tiens, voilà un marin qui a commencé à essayer quelque chose, tenter quelque chose, c'est-à-dire de ne pas simplement bêtement écrire et obéir à une loi, mais profiter de l'immatriculation pour en faire un premier élément ornemental de sa chaloupe. Voici le premier photo de l'île de Sein. Alors, le bateau n'est pas à l'île de Sein, bien évidemment, mais c'est un bateau qui est donc construit à Camaret et en 1890 pour un patron, donc Hervé Menou, qui est domicilié à l'île de Sein. Alors ici, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de redessiner le A. Vous voyez un petit peu du A des deux bords, et on se fait l'idée d'un A qui va être un A droit, c'est-à-dire Didot, comme une capitale d'imprimerie. À la différence près, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, c'est que la traverse horizontale qui rejoint les deux obliques du A est en forme de chevron. Oui, vous le percevez ou pas ?
Évidemment, j'aurais pu le dessiner, mais ça aurait un peu fait autorité sur la photographie. Et je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est d'avoir suffisamment d'indices au-dessus de la main de cet homme qui est en train de, je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, à côté de son visage. On sent que la barre horizontale du A ne part pas droite, mais qu'elle plonge. Donc ici, c'est le signe d'une autre forme de A. Retour à Audierne, on est à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire le début des années 1890. Voici une nouvelle immatriculation avec un A qui est à nouveau avec on appelle ça des patins en typographie, c'est-à-dire des empattements qui sont un peu recourbés. C'est beaucoup plus net de ce côté-là. Je suis désolé, je manque de pointeurs ce soir. Vous arrivez à suivre, pas de problème. En tout cas, le A qui est de ce côté-là a clairement un empattement qui est ce qu'on appelle bifide, c'est-à-dire qui se sépare en deux formes, et qui a tendance même à remonter de façon très ornementale. Et ici, malheureusement, alors là c'est un peu dommage, mais peut-être que vous pourrez m'aider, donc toujours une photographie de Victor Camus, un canot d'Audierne qui part aux avirons là, et qui est certainement immatriculé A1-4 quelque chose. Et bien souvent, dans mes recherches, je suis obligé de faire avec des immatriculations incomplètes. Alors évidemment, quand ce sont les premiers chiffres qui manquent, c'est bien embêtant parce que je n'ai pas la série. Quand ce sont les derniers qui manquent, ça va encore parce qu'on peut à peu près dater. C'est-à-dire qu'un bateau qui a été immatriculé 1-4 puis quelque chose, je sais à peu près qu'il date du début des années 1892 ou plus tard 1893. C'est dommage, j'ai pas le nom du bateau, j'ai pas le patron, je ne sais pas où il a été construit, je ne sais pas exactement quand il a été mis à l'eau, francisé, etc. Et je connais pas son armement, bref, je connais pas la vie de ce bateau. C'est dommage parce que c'est le premier bateau qui porte la lettre A avec une gothique. À ma connaissance, encore une fois, peut-être que d'autres cas viendront pour reculer un peu cette date. Donc on peut quand même dire que le A en gothique, c'est-à-dire le A que vous connaissez toutes et tous aujourd'hui et qui symbolise, au-delà de l'activité de la pêche, qui symbolise véritablement Audierne, on peut le dater du tout début des années 1890. Je passe d'autres images, je ne veux pas toutes les commenter, c'est pour le plaisir des yeux. Voici une photo avec deux bateaux de Poulgoazec cette fois. Alors la photo est floue, mais il faut faire un travail d'interprétation. Moi je perçois quand même, je vois un 4 avec l'intersection des fûts qui est ajourée, donc pour moi on a déjà adopté le style des chiffres à barbe, et très certainement sous le A, avec un peu d'imagination, un peu de concentration, on peut imaginer que le A a quand même des empattements qui sont légèrement incurvés. Donc Poulgoazec, on est évidemment pas très loin d'Audierne, mais les formes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis on prend le bac, on prend le bateau, on va à Saints, très belle photographie, je crois que ça c'est le fond Villard, oui c'est le fond Villard aux archives départementales de Quimper, et à Saints, à peu près à la même époque, c'est-à-dire des embarcations ici 1895, le A n'a absolument pas de l'enrichissement qu'on commence à connaître déjà depuis quelques années sur le continent, d'accord ? Donc Saint va faire une forme de résistance, je sais si elle est passive ou si elle est délibérée, mais les quelques bateaux, il y a assez peu de photos malheureusement de bateaux de cette époque à l'île de Saint, mais vont plutôt avoir un lettrage relativement conventionnel, ne pas adopter les chiffres à barbe. Vous voyez que le pied du 1 n'est pas fourchu. En revanche, voilà le chevron qui sert de traverse au A, et qui va être la marque un peu de fabrique des ports de l'extrême pointe, c'est-à-dire Plogoff et Saint notamment. Voici un autre bateau construit en 1897, et vous voyez que là le lettrage, même s'il est bien exécuté, c'est-à-dire qu'il est quand même très bien réalisé, avec un interlettrage qui est régulier. C'est ça qui est, en tout cas, le plus important à mes yeux, c'est de voir à quel point l'interlettrage, c'est-à-dire l'espace qu'on va laisser entre les chiffres, qui a une importance cruciale pour la lecture à distance. Si vous serrez trop les chiffres, passez 20 mètres, 50 mètres ou 100 mètres, vous ne lisez plus rien. Donc le soin qui est apporté, et peut-être que c'est une consigne des autorités, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'information, mais en tout cas le soin qui est apporté à l'interlettrage, pour moi témoigne véritablement de cette envie de bien faire.
Retour à Audierne avec un bateau de 1896, et là, bon, voilà, comme quoi le mouvement n'est pas, le phénomène est massif, mais ça n'est pas une loi non plus. Nous avons ce cher monsieur Jules Piton à Audierne avec un canot construit en 1896. Lui n'adopte pas la gothique, qui est pourtant déjà en train de se répandre depuis quelques années dans le port. Donc pourquoi ce monsieur-là ne fait rien comme tout le monde, je l'ignore. Alors que sur la même photo, si vous regardez le bateau qui est derrière, on ne voit pas l'immatriculation sur le bordage, mais sur la voile. Ici, on a une très belle gothique, parfaitement exécutée, et qui s'harmonise parfaitement avec les chiffres à barbe. Et derrière, un peu plus loin dans la photographie, même si c'est moins piqué, un peu plus flou, on a un bateau pilote, le premier bateau pilote photographié. On le reconnaît avec son encre marine, et puis son numéro d'immatriculation. Ça veut dire que ce monsieur Jean-Yves Rioux à Audierne avait une double activité. Il était à la fois armé pour la pêche, et c'est pour ça qu'il lui faut un numéro, et à la fois, sur son temps libre, il avait une activité de pilote pour guider les embarcations à l'entrée et à la sortie du port d'Audierne. Voici d'autres photos de pilotes. Alors ici, j'offre un carambar à celui qui me déchiffre parce que je ne trouve pas l'inscription qui est au-dessus de l'encre marine sur la voile. Là. Les trois dernières lettres sont certainement AUD, même si c'est un peu surprenant pour l'époque, parce que ça n'est pas du tout l'abréviation qui est en cours à ce moment-là. Et je me demande qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est Anita, tout simplement, le nom du bateau qui est courbé, là, ici, Anita, AUD, et puis l'encre et le numéro 5, c'est-à-dire que c'est le 5e pilote d'Audierne, je ne sais pas. Si vous avez une idée, vous me le dites, et puis il faut surtout le dire à Henri Kérizit, qui s'arrache les tifs. Il est en train de dessiner ce bateau, et il aimerait vraiment savoir ce qui est écrit dessus. Autre petite bizarrerie, alors ça c'est quelquefois je ne sais pas si c'est des coquetteries ou des exceptions, mais le pilote de l'île de Sein a eu le droit d'avoir pour initiale S, donc S pour Saint, et puis 4, donc ça doit être au moins le quatrième pilote de l'île. Je reviens un petit peu, je vais faire défiler les images, je ne les commande pas nécessairement, Plogoff. Ici c'est intéressant, sur la même photographie, on a deux jolis sloops là, qui se tirent la bourre pour rentrer dardard au port, et ici on en a un donc, de Plogoff avec un A qu'on imagine droit, même si on en devine vraiment que l'oblique. Et puis devant, au premier plan, on a un bateau d'Audierne qui provient de Douarnenez d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez les traces du D qui a été gravé dans la coque. Donc c'est un bateau qui a été construit, en tout cas armé par un patron douarneniste, et qui l'a ensuite revendu d'occasion à un patron d'Audierne. Donc sur la même photo, vous avez deux bateaux A de la même époque, en tout cas qui ont été saisis au même instant, avec deux façons différentes d'écrire cette lettre initiale. Très bel exemple sur une carte postale. Alors bien évidemment, quand je peux travailler avec des plaques de verre ou des négatifs des originaux d'époque, évidemment j'ai beaucoup plus d'informations. Malheureusement, il y a beaucoup de photos originales qui ont disparu, et les seules traces qu'on en a aujourd'hui sont des reproductions photomécaniques, c'est-à-dire des cartes postales, puisque cette époque-là est aussi, c'est pas seulement l'explosion démographique et l'explosion de l'industrie halieutique, c'est aussi l'explosion du tourisme en Bretagne et puis dans le Finistère. Donc le boom de la carte postale, heureusement pour tous les chercheurs, parce que c'est une mine d'informations. Très belle image toujours de Victor Camus, mitrailleuse. Le ton est donné. Patron Laurent Bigot à Plogoff, avec un A, et là on a confirmation de quelque chose qui est une pratique vraiment qui est loin du centre d'Audierne, et qui va vers la pointe et qui regarde plutôt vers Saint, c'est-à-dire que oui, les bateaux de l'île de Saint et puis de la pointe, Plogoff avait plutôt opté pour un A, quelquefois sans empattement, droit, très contrasté toujours, on est toujours sur le contraste, sur les proportions du dido, mais avec un chevron en place de la traverse du A. L'île de Saint, donc on confirme, les exemples s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent.
Le premier bateau photographié en couleur par Gustave Guin, dont je vous avais présenté 2 images en début de conférence. Et donc on s'aperçoit, oui, effectivement, d'un coup tout s'éclaire. Les bateaux ne sont pas noirs et blancs, les voiles ne sont pas noires et blanches, les vareuses non plus, tout est coloré. On s'aperçoit qu'en plus des effets d'ornement que peuvent être donc les emblèmes portés sur les coques, la qualité ou l'ornement qui est donné aux immatriculations. On a aussi l'espace du liston, donc cette bande colorée qui court sous la préceinte et qui est en fait l'effet de le seul petit endroit de coquetterie, ce serait un peu médisant, mais simplement de souci d'esthétique. Et on voit ici que, indifféremment, dans le port d'Audierne, comme ailleurs, ça peut être un liston rouge, ça peut être un liston bleu ou vert. Je n'ai pas franchement entendu, même si c'est un peu moins mon sujet, de grandes considérations sur le fait que certains ports aient adopté majoritairement une couleur et d'autres une autre. Peut-être que vous avez plus d'informations que moi sur ce sujet-là, c'est pas exactement mon thème de recherche, mais ce sera intéressant à débattre. La présence de ces autochromes permet aussi à des gens comme Henri Kérizit, donc un des pionniers de l'ethnographie maritime, il co-signe avec l'équipe éditoriale de Bernard Cadoret, il co-signe la série Arvag dès le premier tome. Il va pouvoir faire donc des reproductions, c'est-à-dire 30 ans, 40 ans avant moi, amorcer ce travail-là, c'est-à-dire de ne pas négliger non plus ce qu'on va appeler les arts populaires, et qui vont concerner tout ce qui est le travail manuel, artisanal, des gens de mer, et qui échappe ou qui se pratique de façon annexe, ou en tout cas en parallèle à l'activité professionnelle. Et vous voyez que sur certains cas, il y a certaines chaloupes qui vont être presque des expériences visuelles, avec des emblèmes, généralement des emblèmes qui ont une connotation fortement religieuse, c'est le cas ici, avec les étoiles, et quelquefois on va avoir des emblèmes en fonction du climat, disons géopolitique, on va avoir des regains d'intérêt pour des emblèmes tricolores, des emblèmes républicains, etc., etc. Bon, encore une fois, ça c'est une étude qui est très intéressante, avec le nom des bateaux d'ailleurs, qui est un peu plus loin de mon sujet. Je continue à dérouler. Ce bateau-là, le A1753, est intéressant parce que, donc c'est un bateau d'Audierne, parce qu'on a pu retrouver avec un bon camarade que je salue, même s'il n'a pas pu se déplacer ce soir, Bernard Lany, qui est un grand collectionneur et un grand spécialiste justement des arts populaires. Je vous conseille la lecture de son ouvrage qu'il a réalisé avec Bernard Cadoret. On a pu trouver d'autres artefacts, et là ça devient précieux parce que vous imaginez bien que moi je mène tout ce travail de recherche uniquement d'après photographie, avec les qualités et les défauts qu'elle comporte, mais tous ces bateaux-là, avant 1900, il n'y en a plus un qui est debout aujourd'hui. Les bateaux, les unités les plus anciennes qui sont conservées dans les musées maritimes, Jacques, tu m'arrêtes si je me trompe, remontent aux années 30, au mieux. Et encore, si on a sous les yeux un bateau qui date vraiment des années 30, comment savoir aujourd'hui quelles ont été les étapes successives de réfection, de radoux, de carénage, etc., d'entretien de la coque. Il est quand même très très difficile de travailler d'après les inscriptions elles-mêmes. Donc je ne travaille que d'après photographie, mais de temps en temps je peux compléter, ou en tout cas venir confirmer quelques intuitions ou quelques hypothèses à partir d'autres objets qui, eux, parce que beaucoup plus petits, beaucoup moins périssables, nous sont parvenus, et c'est le cas des marques de filet qu'on appelle donc les marquesaines en breton. Et donc vous voyez la différence de pratique entre l'immatriculation qui est sur la coque du bateau et puis l'immatriculation telle qu'elle a été gravée, cette fois-ci à la pointe du couteau, par le marin, sans doute le patron lui-même. Bon. Ma République, très belle image, avec un A d'esquibien, cette fois. J'ai très peu de photos d'esquibien, malheureusement. J'ai celle-ci. Il faudrait que je la redessine parce qu'il a un A très particulier. Est-ce que vous percevez il a une espèce de petite houppette en guise d'ornement au sommet de sa pointe. Une autre photo d'esquibien. Jean-Marie Priol, et cette fois-ci, pas de doute, le Saint-Évête, tout est en gothique, c'est-à-dire que Esquibien est plutôt un port, même si j'ai peu d'exemples, qui a tendance à avoir adopté les pratiques d'Audierne. Mais bon, une image de Jacques de Tézac prise à l'île de Sein, très certainement, oui, à l'île de Sein, oui. Et qui montre donc cette fois-ci uniquement le marquage de la voile
du bateau A164, Notre-Dame des Naufragés, un bateau d'Esquibien qui manifestement, lui, n'a pas adopté la gothique. Donc voilà, il y a des phénomènes, il y a des tendances, on peut parler de tendances, et qui permettent quand même quelquefois de dégager quelques généralités, mais il y a toujours des exceptions, évidemment, il y a toujours des points de résistance, il y a toujours des cas qui font exception à la règle, donc il faut manipuler ça avec beaucoup de prudence, et puis se dire que oui, il y a de la complexité, et tout le monde n'obéit pas spontanément à des mouvements. Très beaux exemples, très, très jolie carte postale qui nous permet là d'apprécier non seulement la qualité de dessin, encore une fois la qualité de l'interlettrage qui a pour moi une grande valeur esthétique, c'est-à-dire que si je vous montrais la même immatriculation avec le même dessin mais avec les signes tout serrés, tout collés comme on le voit parfois sur certains bateaux, ça serait raté. Et j'ai même entendu, Jean-Claude Bourdon pourra le confirmer, on a entendu un grand monsieur à Douarnenez qui s'appelle René Urvois, peintre, dessinateur et pêcheur lui-même, qui insistait beaucoup sur cette notion d'interlettrage, qui insiste encore sur cette notion d'interlettrage, et si c'est trop serré, c'est raté. Voilà. Je ne le fais pas avec l'accent, mais ça vaut le coup d'œil. Et on s'aperçoit aussi, alors sur les cartes postales c'est plus difficile, mais que les immatriculations ne sont pas seulement peintes, elles sont gravées. Elles sont gravées quelquefois très profondément dans la coque, et quelquefois c'est simplement un sillon qui a été dessiné à la pointe du couteau, uniquement évidemment pour des raisons pratiques, c'est-à-dire retrouver le signe à chaque fois qu'il y a une étape de carénage et qu'il faut complètement décaper le coltard de la coque. Et pour ne pas avoir à refaire complètement l'immatriculation, on va soit la graver, soit en graver le pourtour pour qu'immédiatement on puisse repeindre en blanc l'immatriculation. Les inspecteurs de l'inscription maritime passaient au moins une fois par an ou en début de chaque campagne pour vérifier sur chaque bateau le rôle d'équipage, évidemment, et puis ce genre d'observation de la loi. Et donc on a des scènes de carénage qui sont assez fréquentes, et 2 fois par an les immatriculations étaient repeintes à neuf. Un bateau de Pont-Croix, mais c'est le seul que je connaisse, qui est armé au bornage. Je suis un peu surpris parce que normalement les bateaux de bornage ne sont pas censés être immatriculés, donc peut-être qu'il a une autre activité, mais bon. Audierne, toujours Audierne. Bon, vous voyez qu'il y a un peu de diversité quand même dans la gothique. La gothique n'est pas toujours la même. Plogoff, très belle photo toujours de Gustave Garin à Plogoff, et ici, le A n'a pas de chevron en guise de traverse, mais n'est pas particulièrement enluminé. Il est coloré, certes, mais n'a pas de gothique. On arrive, ça c'est une photographie des années 10, c'est celle que vous avez vue dans la communication qui a été faite autour de cette conférence, les affiches et puis l'article paru dans le journal. Donc c'est une photo de Philippe Tassier, qui est à mon sens un des plus grands photographes de son époque, début de siècle, et qui a fait quelques photos de la pointe ici, et 2 images très très d'une qualité exceptionnelle d'Audierne, avec ce bateau, le A11. Et quand je vous parlais d'immatriculation parfois gravée profondément, là c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moi je suis allé consulter les plaques de verre qui sont conservées au musée de Bretagne à Rennes. On le voit très bien à l'œil, avec une loupe. Là, c'est pas simplement un pourtour, c'est-à-dire un simple sillon qui vient faire le tour du cygne, c'est carrément le cygne qui est embouti dans le bois. J'en ai parlé et j'ai montré ça à des camarades, des collègues, des charpentiers, des sculpteurs, et qui m'ont dit « Mais attends, il fait quelle épaisseur ton bordé à cet endroit-là ?» Je dis « Bon, on est quand même près de l'étrave. À cet endroit-là, c'est 2 cm, 2 cm et demi. » Et je les ai vus un peu pâlir quelquefois en me disant « Mais en gravant profondément comme ça, on entame plus de la moitié de l'épaisseur du bois. » Il faut rentrer, vous voyez, avec 2 pans à 45 degrés. Donc ça se fait pas au couteau. C'est pas une activité qu'on fait avec un couteau, un canif qu'on a dans la poche. Il faut aller chercher des outils dans un atelier, dans un chantier naval, revenir avec des ciseaux ou des gouges, et puis attaquer, mordre dans le bois. Le seul bateau que je connaisse immatriculé à Clédin. Plogoff encore, et puis alors là, ovni absolu, Primelin, c'est pour toi Hervé,
un A qui est à peine reconnaissable. Alors pour ceux qui ont fait des études de typographie ou qui s'intéressent à l'écriture gothique, oui, effectivement, il y a une branche dans l'histoire de la calligraphie qui, à un endroit, dans un manuscrit médiéval, on peut trouver un A qui aurait cette forme-là. Donc ça interroge quand même beaucoup, parce que cette dimension vernaculaire avec laquelle moi effectivement je suis assez d'accord, c'est-à-dire une pratique d'amateur, une pratique de gens relativement peu lettrés, ou on peut le dire même carrément illettrés pour certains, comment est-ce qu'on fait pour tomber sur un modèle historique aussi pointu, aussi exigeant, aussi difficile à reproduire? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a la main d'un professionnel derrière? Est-ce qu'il y a un peintre en lettres? Est-ce qu'il y a un artiste de passage? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une revue, une affiche, on en parlera un petit peu, qui a pu donner à un marin donc de Primelin, ce Jean-Clète Kerninon, d'avoir cette idée complètement dingue de produire un A enluminé comme s'il était moine dans un scriptorium de je ne sais pas quoi, de Normandie. Bon. Une autre photo de Tassier, A119. Et puis ici, on va parler des emblèmes avec cette magnifique image là qui montre un bateau qui s'appelle Astre du jour, qui a été photographié sur ce bord-là avec donc un coq qui est reconnaissable entre mille, ici. Et puis comme ce bateau a été photographié plusieurs fois dans le port d'Audierne, on le voit aussi de l'autre bord. Et alors cette espèce d'emblème là que vous reconnaissez un petit peu ou pas? C'est une colombe, je pense. Et alors, qu'est-ce qu'ils portent tous les deux? J'ai l'impression que c'est une poule ou un coq sur un œuf, et puis à nouveau une colombe qui porte quelque chose. Très bizarre. Alors des emblèmes, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, il y en a beaucoup plus dans le pays bigoudin et puis beaucoup plus à Concarneau. Et ces emblèmes-là, généralement, on retrouve toujours les mêmes. Une étoile à 5 ou 6 branches qui font une allusion très directe à la Stella Maris, c'est-à-dire à la Vierge Marie, et puis quelquefois des drapeaux tricolores ou des emblèmes ou des haches républicaines. Bon, c'est relativement simple à identifier. En tout cas, l'intention du patron est relativement claire. Ici, pour le coup, ces deux oiseaux, là, l'astre du jour, c'est peut-être une ode au soleil, c'est-à-dire on se lève avec le coq et on se couche avec la... Je vous laisse interpréter. Plouhinec. Joli. Et voici, pour la première fois, un bateau qui est un bateau donc construit en 1905, mais la photo est bien plus tardive. La photo a été prise 20 ans plus tard. Et pourquoi, comment je le sais? Parce que pour la première fois, entre le A et le 2 et le premier chiffre du numéro, vient s'incruster d'une manière extrêmement élégante et qui a été faite certainement en ronchonnant et en traînant des pieds. On a demandé aux marins de mettre un U après le A. Ce décret-là date de 1926. Il n'y a pas qu'Audierne qui est concerné, et on en parlera plus tard parce que ça fait l'objet d'une petite présentation dans la présentation. Évidemment, on a demandé pas seulement à Audierne de rajouter un U, mais on a demandé aussi aux bateaux du quartier maritime d'Auray de rajouter un Y. Auray et Audierne ont donc pendant 50 ans navigué en portant la même lettre initiale. Bien évidemment, les pêcheurs d'Audierne ne se cantonnaient pas à leurs eaux et allaient chercher le poisson là où il était, en descendant parfois très très bas. Et de la même façon, les marins d'Auray ne se contentaient pas de faire des ronds dans le golfe du Morbihan, quoi. Pas du tout. Donc ces bateaux-là se retrouvaient dans les principaux ports de relâche. On pense à Palais, à Belle-Île évidemment, à Port-Maria, toute la presqu'île de Quiberon, qui sont des endroits de transit et de trafic, où globalement tous les marins, pas seulement de Bretagne, de la côte sud bretonne, mais aussi de la façade atlantique, se croisent pour vendre, pour se reposer, pour retaper leurs bateaux, pour acheter des bateaux ou les revendre, etc., etc. Donc il est tout à fait possible qu'à Belle-Île, à un moment ou à un autre, on se soit retrouvé avec deux bateaux ayant à peu près le même gabarit et pourquoi pas la même immatriculation. Imaginez ça sur un parking avec votre voiture. Les autorités ont dû quelquefois avoir des problèmes. Donc 1925, on leur demande, d'autant que les quelques pêcheurs de... Alors je ne sais pas exactement, parce que c'est un peu loin de mon périmètre de recherche, mais ici c'est une photo avec des embarcations de la Trinité.
les pêcheurs du quartier maritime d'Auray ne se sont pas tous contentés d'une lettre aussi simple que ça. Eux aussi ont eu envie, peut-être en voyant les Audiernais débarquer, se sont dit mais nous aussi on peut être fiers d'une lettre et puis vouloir la transformer en logotype. Donc là ici moi sans trop les connaître, j'ai demandé à Claude Mahot de me confier quelques dessins qu'il a réalisés au cours de sa vie sur des immatriculations qui sont là pour le coup des bateaux du Bonneau, des bateaux d'Auray, etc. Et on voit que, en dehors du Finistère, les marins n'étaient pas en reste quand il s'agit d'orner leur chaloupe ou leur sloop. Je reviens donc au premier bateau du quartier maritime d'Audierne, à qui on a donc imposé du jour au lendemain d'ajouter un U. Bien évidemment, les marins, les pêcheurs n'ont pas refait leur immatriculation, qui était déjà en place, donc faute de place, ils se sont contentés de mettre ce U en ce qu'on appelle en exposant, en typographie, c'est-à-dire en petit et plutôt en position supérieure. C'est pour ça que le U n'a jamais été une deuxième lettre à proprement parler, mais plutôt un exposant du A. Je passe quelques photos à nouveau. À nouveau une photo de Gustave Guin, un bateau de Plouhinec. La couleur apparaît. Ici, cette immatriculation, elle vous semble disproportionnée, on est d'accord, par rapport aux autres qui étaient, même si on n'est jamais au millimètre près, à peu près en proportion du gabarit du bateau. Ici, on se retrouve avec un marquage qui est énorme, d'accord ? Et on sent même, sur cette photo-là, je ne sais pas si vous voyez à côté du grand A, on en devine un autre plus petit. En fait, on est en pleine Première Guerre mondiale. On est entre 1914 et 1918. Les autorités françaises ont demandé aux marins, pêcheurs, partout, ça se voit à Douarnenez, ça se voit à Camaret, ça se voit dans tous les ports, d'augmenter significativement la taille des immatriculations. C'est assez intéressant, évidemment, pour les distinguer, encore une fois, c'est de la surveillance, et puis peut-être distinguer un bâtiment de guerre tout simplement d'un bâtiment de pêche. Mais ça veut dire quand même, ce qu'il faut lire un peu entre les lignes, et moi ce qui m'intéresse, c'est que les autorités avaient conscience, depuis longtemps déjà, qu'il y avait un vrai problème de lisibilité avec ces alphabets-là. Que ce soit le D de Douarnenez, le A d'Audierne, les chiffres pêchants, etc., etc. Donc, moi, la question que ça soulève, ce marquage temporaire, ce marquage de guerre, c'est comment les autorités ont pu être aussi coulantes pendant autant de temps et laisser les marins faire à leur guise, et quelquefois avec des exemples qui mettent en péril la lisibilité même de leur immatriculation. Amusez-vous à faire ça sur une plaque minéralogique, vous verrez comment les gendarmes vont vous recevoir. Ça aurait pu être grave. Et finalement, en épluchant un peu les minutes de procès du tribunal correctionnel de Quimper notamment, globalement les amendes sont très faibles, enfin relativement faibles, et puis les défauts de marque ne sont pas très très sanctionnés par les juges. Bon, assez coulant, mais ça, le fait que les marquages aient doublé pendant la guerre, ça veut bien dire quand même qu'à un moment les douaniers ou les personnes de l'inscription maritime ont dû se poser un problème, ont dû soulever le problème de la lisibilité de ces immatriculations. Fin de la guerre. Et moi, je vous montre cette image-là parce que c'est un peu touchant. Ça, c'est un très bon camarade qui s'appelle Alain Gouret, qui n'a pas pu venir ce soir, malheureusement. Il vit à Brest et qui a fait un travail absolument colossal en reproduisant les registres qui sont conservés au service historique de la Défense et qui a reproduit donc tous les registres et qui m'a sorti cette image-là. Donc, ce bateau qui s'appelle les 7 orphelins. On imagine ce qui est arrivé au papa. Et donc, c'est un bateau qui a été construit par l'État et financé par l'État en dommages de guerre. Voilà, pour Madame Veuve Bourris de Plouhinec. Ici, vous voyez que sous l'immatriculation qui est disproportionnée, donc sous ce marquage de guerre A765, on devine, gravé mais non peint, l'ancien numéro matricule. Donc ça, c'est typiquement un bateau qui a d'abord été construit ailleurs, dans un autre quartier maritime, qui a donc été marqué, inscrit par un premier patron, puis revendu d'occasion à un marin d'Esquibien, en l'occurrence ici, monsieur Jean Lecor, qui l'achète en 1915, alors que le bateau a été construit en 1913. Donc il a été inscrit au Guide Vinec, en l'occurrence ici, une année seulement avant d'être vendu. Les transactions, je n'en parle pas ici, c'est un peu fastidieux, mais les transactions entre ports voisins et entre quartiers maritimes voisins, elle est considérable. Considérable.
Ça n'arrête pas, c'est un trafic permanent. La durée de vie moyenne d'une chaloupe ou d'un canot à l'époque, c'est une dizaine d'années, et bien souvent, un bateau peut avoir connu plusieurs ports dans sa vie et passer de main en main. Ce qui est intéressant avec ces marquages-là, étant donné que dans le Finistère, les marins ne se sont pas contentés de peindre, mais de graver profondément, c'est que sur les photos, en fonction des rayons rasants du soleil, on peut lire l'immatriculation précédente, et en consultant les registres, encore une fois, croiser et retrouver la vie d'un bateau. La vie d'un bateau en lisant non pas seulement un journal de bord ou je ne sais pas quoi, ou une lettre, une correspondance qui serait restée dans un grenier, mais on lit les lignes d'un bateau. En tout cas, je commence à devenir à peu près un peu aguerri à la lecture des lignes d'un bateau. Alors on va prendre un exemple qui est assez fameux. On est dans les années 30. Poulgoazec, très belle photo de Jacques de Tézac ici. Vous voyez que le bateau est immatriculé AU, ça fait déjà 5 ans que le décret pour la seconde lettre est passé. Et quand on s'approche, alors ici c'est pas compliqué de deviner de quel bateau il s'agit, le AU 947 qui s'appelle Vive la classe 19. Je passe un coup de fil à mon ami Alain Gouret, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce bateau, il m'envoie sa fiche d'identité, je sais à peu près tout de sa vie. Et donc c'est un bateau qui a appartenu d'abord à un patron du Guilvinec. Il a été construit en 1918 et donc racheté en 1921, 3 ans plus tard, à Plouhinec. Ce qui est intéressant ici, même si la photo est un peu floue, c'est qu'on devine autour de l'immatriculation actuelle peinte des marques profondes qui sont des marques antérieures du bateau. Et là commence une petite enquête qui n'est pas désagréable, une enquête pour essayer de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces lignes-là. En fait, ici, première chose qu'on peut noter, c'est que le U a été rajouté donc en 1926, et quand le patron a acheté ce bateau-là en 1921, la loi n'était pas passée. Donc première chose, c'est que ce bateau-là a commencé par être immatriculé non pas A947, non pas AU 947, mais simplement A947. Et puis auparavant, son propriétaire précédent, du Guilvinec, lui, avait un numéro matricule qui est le GV 4148. Et c'est donc ce qu'on voit, quand on le connaît, c'est simple, c'est ce qu'on voit ici. Le nouvel acquéreur à Audierne s'est dit « Tiens, ça tombe bien parce que moi, mon deuxième chiffre, c'est aussi un 4. » C'est le hasard qui veut ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Intelligemment, il a décalé et il a casé son immatriculation de façon à faire tomber exactement le 4 sur son 4. C'est logique, c'est malin. Il y a une espèce d'économie de moyens et puis une opportunité qui est saisie. Mais qu'est-ce que ça génère, ça, à votre avis? Imaginez que tous les patrons, et j'ai d'autres cas à vous montrer, Camaret, notamment Morgat, Douarnenez, le Guilvinec, etc., qu'est-ce que ça produit finalement? Cette espèce d'intuition, ou en tout cas de réflexe, qui est de faire d'une pierre deux coups et de récupérer le signe existant. Ça propage le style, ça propage les formes. Et bien évidemment, c'est assez intéressant justement de s'intéresser au marché de l'occasion, parce qu'on comprend, en suivant les bateaux, que finalement ces formes-là, que ce soit les alphabets à barbe, les chiffres péchants sur les numéros, ou que ce soit certains tics, ou certains réflexes, ou certains ornements, on les voit voyager jusqu'à Groix, le Croisic, les Sables d'Olonne, La Rochelle même, on les voit voyager parce que les bateaux, non seulement les marins se rencontrent, on en a déjà parlé, mais les bateaux passent de main en main, et que les signes voyagent. C'est assez étonnant quand même. Donc GV 4148, très bien. Mais sous le G, là, il y a une autre marque. Il y a quelque chose qui n'appartient pas à ce G-là. C'est parce que le bateau, il ne date pas de 1920, c'est-à-dire l'année de la création du quartier maritime de Guilvinec, mais il date encore avant, 2 ans auparavant. Et auparavant, le Guilvinec n'était pas quartier maritime, il était sous la tutelle de Quimper. Donc avec la lettre Q. Donc on se retrouve ici avec une première immatriculation qui était en fait Q4148. Et donc vous voyez qu'il y a une espèce de succession qui permet de retracer la vie d'un bateau sur donc combien d'années? Pas si longtemps que ça en fait. Et qui permet donc de passer de la première immatriculation Q4148 à la dernière en date AU 947 avec toutes les étapes intermédiaires. J'ouvre un tout petit chapitre sur la façon de rassembler les informations.
j'ai été contacté par un bon ami qui me soutient depuis longtemps. Là. Il a dans sa famille un bateau qui était le Jeanne et Joseph, construit dans les années 30. Et il a, par héritage dans la maison, récupéré des objets de ce bateau. Donc la seule photo connue de ce bateau, AU 1671. Et puis quelques objets, il m'appelle et me dit, tiens, dans le grenier, j'ai trouvé un aviron, un petit aviron, qui est certainement plutôt un aviron d'annexe, et qui n'a pas été gravé, il a été gravé, mais je pense que la tâche n'a pas été terminée, ou alors simplement gravé, mais un peu à la hâte, sans vouloir mordre véritablement dans le bois. Donc moi, je fais un relevé qu'on appelle par frottage, hein, vous voyez, une simple feuille de papier, et puis un frottage à la craie pour relever le numéro sur cet aviron. Mais Frédéric Tanter à Pontcroix me rappelle et il me dit mais j'ai aussi la voile. Ah bon, t'as la voile aussi? La voile est marquée. Il me dit oui, viens voir la voile. Donc dans son grenier, on déplie la grand voile et puis je fais un autre type de relevé. Cette fois, là, je ne peux pas faire de frottage, évidemment. L'immatriculation est peinte. Je fais un relevé plutôt métrique. Je mesure les signes et un relevé photographique. Évidemment, je photographie tous les signes. Et puis il m'a rappelé la semaine dernière, encore une fois. Donc, il me dit j'ai trouvé un deuxième aviron et cette fois-ci, c'est pas un aviron d'Alex, c'est carrément un gros, je ne sais plus comment on appelle ça, un carénou, mais au singulier, je ne sais pas comment on le prononce, et donc un gros aviron qui fait plus de 5 mètres, 6 mètres de long, et qui lui a été gravé. Donc toujours le même numéro, 1671. Première fois que je vois un numéro sans lettre initiale. C'est assez étrange. Il faut savoir que la loi obligeait donc tous les marins non seulement à marquer leur numéro sur le bateau, sur la grand voile, on l'a vu, mais également sur les espars et sur toutes les pièces susceptibles de passer à l'eau. D'accord ? Donc toutes les pièces amovibles, ça peut être une barre franche de gouvernail, ça peut être une baume, ça peut être un tango, ça peut être un aviron, peu importe, doivent être marquées, y compris la boîte de rôle et puis les boîtes personnelles. Tout ça pour quelle raison ? Pour les restituer aux propriétaires en cas de perte dans l'eau. Mais bon, bien souvent, vous voyez de quoi je veux parler, en cas de perte dans l'eau, c'était pour ramener aux familles, certainement pas les corps, mais la preuve que l'embarcation a été perdue corps et bien. Voilà. Donc il y a une relation qui est comme ça très, non pas morbide, mais peut-être un peu rattachée quand même à une numérotation qui sert le plus souvent à identifier ce que la mer n'a pas ramené, quoi. Bref, et donc voilà, trois types de marquages. Alors les échelles ne sont pas respectées, mais 3 types de marquages assez intéressants. Le chiffre 1 sur un petit aviron, le chiffre 1 sur la voile et le chiffre 1 gravé sur un aviron de grand gabarit. Donc il faut aussi être prudent quand on analyse une forme, ça peut varier. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il me reste un peu de temps ou pas? Vous m'en laissez un peu? Bon. Parce que là, ça devient intéressant, quoi. Bon, la gothique, contrairement à ce qu'on en pense, nous, avec le recul, et puis les idées reçues qu'on en a, ça n'est pas un caractère allemand, d'accord ? Ça n'est pas un caractère, donc, germanique, ou qui ait une quelconque connotation de ce type-là. Ces connotations-là, elles arrivent beaucoup plus tard au XXe siècle, au moment où, effectivement, les caractères en gothique s'implantent et restent et vont avoir beaucoup plus finalement de succès et de durabilité dans le temps en Angleterre et dans les pays germaniques et en France. Donc à l'époque, le caractère gothique parmi tous les autres caractères, on a parlé du dido, mais des caractères sans empattement, fait partie finalement du paysage. On peut trouver de la gothique, pas beaucoup, mais un petit peu. Alors pas sur les affiches. Ici, c'était sur la tétière du Petit Brestois. Vous voyez, caractère gothique à cet endroit-là. Mais bon, du coup, j'ai fait un travail, là, cette fois-ci, du côté de l'édition et des enseignes. Donc, je ne me contente pas que des bateaux, mais je vais voir aussi si on peut trouver, pas nécessairement à Audierne, mais si on peut trouver d'autres apparitions, d'autres mentions qui auraient été susceptibles de servir de modèle aux peintres du quartier maritime d'Audierne et qui leur auraient donné l'idée, saugrenue, encore une fois, je reste étonné par cette idée, d'employer une gothique pour estampiller leur bateau. Donc voilà quelques exemples un peu manifestes d'hôtels, de restaurants, de bistrots avec des enseignes. Ici, on est plutôt à Douarnenez. Et vous voyez que la gothique, finalement, même si elle existait, on ne la voit pas beaucoup ici. Ça, c'est une très belle photo des quais d'Audierne en 1895. Alors bon, là, l'enseigne a été prise d'une manière très rasante, mais manifestement, ce n'est pas de la gothique.
Ici, derrière, là, on est dans les années 25-30, on a à nouveau une enseigne, je ne sais pas ce que c'est, moderne, quelque chose, qui n'est pas en gothique non plus. Donc bon, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Voilà, je n'ai pas trouvé d'exemple dans toutes ces virées-là, vous pouvez me faire confiance, je collecte beaucoup d'images, je n'ai pas trouvé beaucoup de gothique ici dans le sud Finistère. D'autres gothiques, en revanche, oui. C'est-à-dire que Audierne n'a pas le monopole de cette écriture-là. Audierne, le quartier maritime d'Audierne, a été le seul à finalement l'adopter définitivement et majoritairement. Parce qu'à Camaret, le périmètre de mon étude monte jusqu'au port de la presqu'île de Crozon et Camaret, on est quasiment à la limite nord. À Camaret, il y a quelques cas très rares de C pour Camaret, écrits en caractère gothique. En fait, très rares, j'en connais 2. Voilà. Mais ça veut dire quand même que ce registre-là, ce registre formel, n'était pas complètement inconnu des marins. Et parmi d'autres tentatives, on pouvait le croiser. L'Orient, mes images sont un peu floues, elles sont de très mauvaise qualité, mais ce que vous devinez comme forme un peu tarabiscotée, un peu alambiquée, c'est un L majuscule en gothique. Et je vous ai mis quelques exemples ici qui sont des exemples contemporains, d'interprétation contemporaine, pour que voilà, tout le monde ne sait pas lire de la gothique aujourd'hui. C'est même très très difficile. Douarnenez a eu une époque, on pourrait dire une période gothique dans les années 1890. J'ai relevé une quinzaine de cas photographiés à Douarnenez, avec même des variantes assez significatives, comme à Audierne, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement un modèle ou un signe unique qui aurait voyagé d'un bateau à l'autre, mais vraiment une tentative de trouver un signe. Bon, finalement, à Douarnenez, c'est pas ce D qui restera. À Audierne, le A fait très certainement l'unanimité. D'autres tentatives ont été faites, et je pense que les marins, à un moment, sont tombés d'accord, en se copiant certainement, en plébiscitant une forme, et on dit, cette forme-là, elle est sublime, on la garde. Maintenant, quelle origine on peut imaginer? Alors là, je spécule. Qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière ce choix-là? Évidemment, des raisons esthétiques, très certainement. Ça, je pense que personne n'en doute. Mais est-ce qu'on peut imaginer des connotations à ce choix de la gothique? L'origine religieuse, on m'en a parfois parlé, et c'est un peu le piège, non pas le piège, mais c'est le terrain un peu glissant de mon travail, quand je ne peux finalement spéculer que sur de la tradition orale, c'est-à-dire des histoires rapportées dans des familles, le grand-père, le grand-père du grand-père, et c'est un motif qui revient, non pas régulièrement, mais de temps en temps, et qui dit qu'à Audierne, le A en gothique aurait une origine, aurait quelque chose à voir avec la religion catholique. Bon. Quand on a cette information-là, on ne peut pas l'ignorer non plus. On ne peut pas se contenter de la balayer comme ça en disant oui, bon, ce sont des racontards. Non, il faut creuser un petit peu. Et cet été, ou l'été dernier, je crois, c'est Paul Cornec, et je le remercie encore, qui me passe un coup de fil en me disant Johan, file à Saint-Évête, dans la chapelle, il y a une œuvre d'un sculpteur qui s'appelle José Nicolas, en granit, qui montre un A en gothique d'Audierne, et il y a un petit cartel où il écrit que le A d'Audierne est inspiré des lettres onciales que l'on trouvait dans les publications religieuses. Ah, bon. Et pour la première fois, j'ai un témoignage écrit, c'est-à-dire que c'est autre chose qu'une histoire racontée. Je contacte ce monsieur José Nicolas et il me dit que l'information provient en fait d'une photo qu'il a prise au musée maritime d'Audierne. Je ne sais pas en quelle année exactement, mais c'est un cartel. C'est un cartel d'exposition. Peut-être qu'un jour, Jacques, tu le retrouveras quelque part dans les cartons. Et ici, on a un texte qui a été rédigé très certainement par Marcel Jaffry. En tout cas, je crois que c'est lui qui, à l'époque, avait en charge cette partie pêche là, du fond du musée maritime. Et donc, on a cette information-là. Le A d'Audierne est inspiré des lettres des onciales. Alors, on parle d'onciales et non pas de gothique. Il y a une petite confusion sur la manière de dénommer ce style graphique, mais il y a quand même cette information-là qui est écrite. Et moi, je donnerais cher pour pouvoir déchiffrer la petite ligne qui est écrite en dessous, là, vous la voyez, là ? Bon, c'est une photo très mauvaise qui a été faite dans des conditions épouvantables, avec un téléphone très très mauvais, par quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout à ça il y a quelques années. Et moi, je pense qu'il y a écrit quelque chose comme source, 2 points, et puis le nom de la source derrière. Voilà. Mais le travail s'arrête là. Je ne peux pas aller plus loin, simplement me dire et faire confiance finalement à cette parole-là.
Alors bon, à chaque fois que j'ai une information comme ça, je prends mon bâton de pèlerin et je pars, par exemple là, ici à l'évêché de Quimper, une bibliothèque absolument incroyable que je vous conseille d'aller visiter, ne serait-ce que pour le plaisir de voir cet endroit. C'est une ancienne église qui a été convertie en bibliothèque, il faut voir ça pour le croire. Bref, et on est très bien reçu. Je salue Yann Selton qui m'a aidé dans ses recherches. Et je vais le voir un jour et je lui dis, voilà, livre de prière en Bretagne à la fin du 19e siècle avec de la gothique. Et on s'est gratté la tête. Et puis à l'attaque. Et on a ouvert, et on a ouvert, et on a photographié des centaines et des centaines et des centaines d'ouvrages religieux dont on était sûr, en français ou en breton, des bréviaires, des livres de psaumes, des petites bibles, des Nouveaux Testaments, tout ce que vous voulez, en français et en breton et quelquefois en latin, pour essayer de voir si effectivement, à un moment ou à un autre, on ne pouvait pas, au hasard, croiser, voilà, ici il y a une ligne en gothique, et se dire, oui, effectivement, et il est fort probable qu'une initiale en gothique ait pu inspirer les marins de Niort. La réponse est non. Il n'y a pas de gothique. Hormis cette ligne-là, il ne faut pas se fier à l'exception que je montre ici. J'ai feuilleté et photographié, sans mentir, des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Je pense que la provenance n'est pas de là. Il n'y a pas de gothique dans les ouvrages religieux à cette époque. Une autre source, c'est Yann Selton qui m'encourage à me dire mais oui, mais les marins à l'époque n'avaient pas les moyens d'acheter des livres. Donc de toute façon, c'est pas là qu'il faut chercher. Il faut aller chercher vers un autre type de publication susceptible d'avoir été véritablement entre les mains des marins pêcheurs. Et il me dit ici, à l'évêché, on a aussi une collection de ce qu'on appelle les feuilles volantes, des cantiques sur feuilles volantes, et qui étaient distribués à chaque pardon. Me voilà donc avec des boîtes et des boîtes et des boîtes contenant des petits feuillets, donc des feuilles volantes, qui ont cette forme-là. Voilà, c'est une feuille comme une feuille de bureau, une feuille A4 pliée en deux, imprimée recto verso, en français ou en breton, et qui est souvent dédiée, donc, qui a été imprimée, éditée, avec l'aval de l'évêché pour tel ou tel pardon. Donc on a ici une feuille volante pour Poudrezic. Ici pour la chapelle de Roscudon à Pontcroix, Notre-Dame de Roscudon, Goulien, Intronvaria Sclerdet, c'est où ça? C'est Bezec, voilà. Bon, les dates ne sont pas sûres, mais on a des cantiques. Ici, à Audierne, on a quelques exemples de cantiques. Et ça, c'était vendu ou distribué même aux marins qui se rendaient donc, pour le pardon du Goyen ici. Et donc, je fais une étude à nouveau typographique pour essayer de voir si, parmi ces choses-là, dont on est là pour le coup vraiment sûr que les marins ont pu les garder, se les partager, pour voir s'il y a de la gothique à tous les étages. La réponse, non. Donc ça fait beaucoup de boulot pour avoir une espèce de non-réponse, et il faut aussi apprendre à négocier avec ça, c'est-à-dire à travailler avec l'absence. Autre type de feuille volante, les chansons. Alors là, on n'est plus dans le registre des cantiques, ça n'est plus distribué par l'évêché et sous le contrôle de l'évêché, mais distribué par des marchands et par des chanteurs et des chanteuses qui vont donc de village en village pour vendre et commercialiser des histoires. Alors là, ça prend à peu près la même forme, c'est imprimé à peu près dans les mêmes imprimeries, donc le matériel typographique dont disposaient les imprimeries à Pont-l'Abbé, à Quimper, etc., est à peu près le même. Et voilà, je fais à nouveau le même travail de scruter si sur le plan typographique, il n'y a pas à nouveau une représentation un peu massive de la gothique qui aurait pu donner envie aux marins du Cap d'adopter ces formes-là pour leur bateau. La réponse, non. Voilà quelques A piochés dans l'édition, dans les journaux, dans les feuilles volantes, dans les cantiques, qui auraient pu, même si encore une fois ils sont très très minoritaires, qui auraient pu un moment surprendre quelqu'un et dire tiens, et si on essayait de cette forme-là sur un bateau. Mais franchement, très honnêtement, après bon voilà, ce sont des convictions, étant donné la masse de documentation que j'ai pu éplucher et la faible représentation de ces alphabets qu'on peut dire un peu atypiques ou décoratifs, je pense que l'origine ne vient pas de là. C'est tentant d'établir un lien de cause à effet, mais définitivement, je crois que je vais clore un peu ce chapitre-là. À mon avis, cette idée-là,
qui dit que la gothique est associée au religieux, elle provient en fait d'une image mentale qu'on a tous et qu'on a toutes. C'est que la première Bible imprimée par Gutenberg dans les années 1450, elle est imprimée en gothique. Un alphabet gothique que Gutenberg va concevoir donc en plomb pour prendre bien soin de paraître comme les manuscrits de l'époque médiévale tardive. D'accord ? Gutenberg souhaite que son livre imprimé, même s'il est imprimé mécaniquement, ressemble comme deux gouttes d'eau à un manuscrit, comme s'il avait été recopié par un moine copiste avec une plume d'oie. Donc la gothique, en fait, je pense que c'est une association qu'on a tous, et elle vient certainement de très loin, et c'est une association, une connotation, une idée peut-être un peu reçue, qui fait que la gothique, quand on voit de la gothique, on l'associe inconsciemment, on l'associe aux religieux. On se pose une autre question, une origine laïque. Parce qu'à ce moment-là, il se passe autre chose. Je suis en train de déborder terriblement. L'histoire vous intéresse encore ? Je continue ? Bon, une origine laïque maintenant. Parce que dans ces années-là, il se joue autre chose en France. C'est que la religion, l'Église, n'a plus le monopole de l'enseignement non plus. Et les lois Ferry sont passées, exactement dans les mêmes années, qu'on voit émerger des formes relativement atypiques sur les bateaux. Donc on voit arriver pour la première fois des générations, pas très vieilles, mais des gamins qui ont 10, 12, 15 ans, qui commencent à être lettrés, qui savent les rudiments de la lecture et de l'écriture. Et le marché de l'édition inonde évidemment les départements de France, les inonde de manuels d'écriture et de lecture. Donc c'est un sujet à part entière. Vous voyez, j'ouvre à nouveau un tiroir qui mérite quasiment une recherche à lui tout seul. En France, sous la Troisième République, donc après les lois Ferry, les cahiers d'écriture qui sont diffusés et qui sont disponibles dans toutes les écoles d'enseignement libre, on l'appelle comme ça à l'époque, vont proposer aux professeurs des écoles 3 modèles d'écriture à enseigner aux enfants. Ces 3 modèles-là, vous les avez certainement vus en feuilletant des cahiers de vos grands-pères ou arrière-grands-parents. Ces 3 modèles-là, ils sont nommés ici, à la dernière ligne, là au-dessus de l'ornement. Vous allez avoir ce qu'on appelle la ronde, la bâtarde et la gothique. C'est-à-dire que chaque gamin qui va à l'école ne doit pas apprendre seulement l'alphabet, ni à s'en servir, mais il va apprendre à manier la plume, et manier la plume selon 3 modèles historiques qui sont très très différents les uns des autres. Vous avez donc à gauche la ronde, d'accord ? C'est celle qu'on associe souvent à l'étiquette de confiture, bonne maman, d'accord ? Ça c'est l'écriture ronde. La bâtarde, alors on l'appelle bâtarde, mais quelquefois, j'ai du mal un peu à dire, quelquefois vous la retrouvez sous le nom d'anglaise, d'accord ? Une écriture très penchée, très sophistiquée, extrêmement élégante, et qu'on va plutôt associer à un faire-part de mariage, par exemple, ou un truc du genre. Voilà, ce sont d'autres connotations. Et puis, pour finir la punition, on apprend aussi aux gamins, donc au lieu d'aller jouer dehors, on leur apprend la gothique. Et pourquoi on apprend la gothique ? C'est pour avoir un modèle qui n'est pas un modèle de texte, mais plutôt un modèle ornemental, c'est-à-dire pour créer des lettrines ou des titres, c'est-à-dire des mentions courtes, c'est-à-dire écrire un mot. Et on leur demande donc d'écrire, de connaître ces trois modèles. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de ces cahiers d'écriture. Vous avez des exemples qui sont imprimés, et puis ensuite des lignes qui sont pré-tracées, et là où on demande aux enfants donc, de reproduire et d'écrire les lettres. Et qui voilà-t-il pas ? Voilà. Alors cet exemple-là est un peu tardif, 1930, j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant. Mais voilà, 2 types de A en gothique. Vous le voyez ici, là-bas, je l'ai mis en petite loupe ici, mais vous voyez celui qui commence le mot Avignon, là ? On retrouve le A complètement alambiqué, un peu délirant de Primelin, vous vous souvenez tout à l'heure, quoi. Donc voilà les modèles de gothique. Alors, j'ai pas eu la réponse du musée de Rennes, malheureusement, je les ai appelés hier et aujourd'hui, je les ai tannés et harcelés pour avoir une double page de ce cahier-là, parce que dans leur réserve, ils ont donc un manuel d'écriture de la méthode Baucher, qui date vraiment, je pense, de la fin du 19e et début du 20e siècle, et qui a appartenu à l'école primaire d'Audierne. Donc on a le nom de l'élève, on a le nom de l'instituteur, de l'institutrice ici. Et sur leur site internet, on a seulement la couverture et une double page intérieure, où on apprend à compter et à écrire plutôt en bâtarde, d'accord ? Mais bien évidemment, il y a nécessairement une autre double page où on apprend à écrire en gothique. Et donc, ce témoignage-là, que je ne peux pas vous montrer ce soir, faites-moi confiance, nécessairement prouvera factuellement que des manuels scolaires d'écriture avec de la gothique étaient en circulation à Audierne à la fin du 19e siècle. Pour finir, une origine pratique.
est-ce que finalement, ce choix de la gothique n'est pas sans connotation ni religieuse, ni laïque, ni républicaine, ni quoi que ce soit, mais plutôt une motivation un peu pratico-pratique. Il y a 2 ans, avec ma petite famille, je vais à Groix, magnifique île de Groix. L'écomusée de l'île de Groix est un endroit que j'adore par-dessus tout, qui est un écomusée vraiment à l'ancienne, qui est resté un peu dans sa configuration des années 80, et dans lequel on trouve vraiment des petites pépites. Dans une vitrine, il y a présenté un registre de contes, c'est-à-dire mademoiselle ou madame Madeleine Romieux écrit dans ce gigantesque registre ses recettes, ses dépenses, ce qu'on lui doit, c'est-à-dire de l'épicerie et puis du matériel de fourniture pour la pêche. Bon, très bien. Parfait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tête de chacune de ces doubles pages, là, ici, il y a 2 mentions. La page de gauche avec avoir et la page de droite avec doigt. D'accord ? Et ces 2 mentions-là sont écrites en gothique. On a le A d'Audierne et le D de Douarnenez, au passage, avec les recettes pour l'un, les dépenses pour l'autre. Et ce qui est intéressant ici, je ne sais pas si vous voyez, cette gothique, elle est un peu bizarre, c'est que les parties pleines sont déconnectées. Il n'y a pas de partie fine qui relie les fûts entre eux. À votre avis, pourquoi ? Ça, c'est un indice en typographie qu'on reconnaît tout de suite, c'est que c'est du pochoir. Et comme c'est du pochoir, ça ne peut pas être connecté, bien évidemment. Et ce pochoir-là, à force de chercher dans d'autres bibliothèques spécialisées à Paris, il y a notamment une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Forney, qui détient beaucoup de spécimens typographiques à l'époque, on trouve un catalogue qui date des années 1860 à peu près, et qui est une industrie, une fabrique parisienne qui s'appelle Chevalier et compagnie, et qui vend, à qui le veut, des alphabets en pochoir, c'est-à-dire du laiton ou du cuivre découpé. Et je ne vous montre pas évidemment tout le catalogue. On trouve des chiffres, on trouve des mots en entier, on trouve des termes du type doit et avoir, on trouve des noms de profession, etc., etc. Bref, pour tous les corps de métier qui ont besoin à un moment très facilement de reproduire quelque chose, des tampons encreurs avec la date, etc. Bref, de la fourniture de bureau, en fait. Et bien, on retrouve exactement les formes gothiques qui étaient sur ces fameux registres-là. Et ces registres-là de vente, on les trouvait partout. On les trouvait partout. Donc, voici le fameux avoir en gothique, et qui a une forme qui est là extrêmement proche de ce que des formes gothiques qu'on va trouver dans le quartier maritime d'Audierne, quand même. On les retrouve partout, et je peux le dire parce que il y a eu une très belle exposition un peu rétrospective et puis une publication qui a été faite sur les journaux, le journal du peintre de marine, pas peintre de marine, peintre pêcheur, Paul-Émile Pajot, au Sable d'Olonne. Vous connaissez tous évidemment le travail de Paul-Émile Pajot. Et lui, il a tenu, en plus de ses portraits de bateaux qu'on connaît, il a tenu un journal avec des pensées et puis quelques dessins, des illustrations. Là, on est en pleine période de guerre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a profité d'un registre et il s'en est servi comme carnet de dessin. Donc on voit aussi en tête, à nouveau, le terme avoir au pochoir, même chose. Et Paul-Émile Pajot, je parle un peu de lui, même si c'est un peu loin de nos affaires, parce que c'est finalement un des seuls peintres, ou en tout cas, on pourrait dire plasticien aujourd'hui, dont l'exécution de certaines immatriculations est attestée. C'est-à-dire qu'on sait avec certitude que Paul-Émile Pajot, en plus de sa pratique de peintre et de son commerce de la peinture, était aussi payé pour réaliser des immatriculations sur les bateaux des Sables d'Olonne, c'est-à-dire des bateaux généralement à destination de l'île de Groix ou pour les Sablés. Donc voilà, quelques pages publiées dans le Chasse-Marée, au tout début de l'aventure du Chasse-Marée, on est en 1984. Mais vous voyez que Paul-Émile Pajot, ici, sur la représentation de bateau d'Audierne, là, qui est un peu fantaisiste d'ailleurs, ne prend pas le soin ou n'a pas l'information que le A est en gothique. Je termine sur une autre petite enquête. Une enquête qui est intéressante parce que ce A en gothique, si je vous parle du Chasse-Marée, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'il reste de ce A en gothique, maintenant que les belles années de la pêche sont un peu derrière nous, que ce soit à Audierne ou à Douarnenez ou ailleurs ou à Camaret, l'activité halieutique n'est évidemment plus ce qu'elle était, mais il reste dans ces villes maritimes et dans ces villes avec une population qui a encore la tradition, ou en tout cas dans la famille, une forme de passation orale ou avec des objets autour du monde de la pêche. Ce A, finalement, qu'on retrouve ici
c'est le logotype de la commune d'Audierne-Esquibien, je vous le rappelle. C'est aussi évidemment le choix logique que fait le musée maritime du Cap-Sizun pour son logotype. Bien évidemment, cette forme-là, elle existe encore dans vos yeux, dans vos cœurs, dans votre trip, je ne sais pas, dans votre inconscient. En tout cas, vous connaissez cette lettre-là comme étant un signe de ralliement. C'est-à-dire que c'est plus seulement la lettre initiale d'un quartier maritime, c'est devenu un monogramme qui fait identité, un signe fédérateur pour tout le monde. Et bien évidemment, on doit cette forme-là, la plus belle, la plus finie, la plus accomplie, on la doit à Henri Kérizit, à nouveau, qui va évidemment sauter sur l'occasion à la fin des années 70, quand avec Bernard Canoret et d'autres germe l'idée d'Arvag, germe l'idée du chasse-marée qui va donner ensuite lieu à des fêtes maritimes, des concours de bateaux, etc., etc. La série Arvag, donc, va profiter, bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté, du A d'Audierne. Maintenant, d'où vient ce A? J'ai posé la question à Henri Kérizit. Je lui ai dit, Henri, c'est super, hein, c'est magnifique, mais comment tu l'as dessiné? Et il me dit d'abord, je m'en souviens plus. Bon, okay, tu t'en souviens plus, très bien. On va essayer de creuser quand même un petit peu, parce que moi, ça m'intéresse bigrement, cette affaire-là. Et chez lui, voici Henri, je vous le présente, c'était il y a 2 jours. Vous voyez ce qu'il a au mur? Ici, il a une planche qui a été découpée sur un bateau. Et il me dit, voilà, à partir le modèle dont je me suis servi pour dessiner le A de Arvag à l'époque en 78. Je lui dis, mais à quel bateau ça, d'où vient ce bout de bordage là? AU, et on a un 2. Et alors là, il va chercher un classeur vert, et on y va. Donc voilà ce qu'on a sous les yeux. Ici, c'est une photo avec un aviron AU 2305, qui est une première intuition parce que le graphisme ressemble quand même beaucoup. Donc là, on aurait le numéro complet. Et le AU 2305, je vais me renseigner, c'est un bateau qui s'appelle Triomphante, qui est un langoustier qui a été mis à l'eau dans les années 50, ici. Pour Yves Guével. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont eu vent de ce nom-là. Malheureusement, quand on regarde une bonne photographie du AU de ce monsieur Guével, ça n'est pas le modèle. Donc, même si le graphisme ressemble ici, le bateau, le morceau de bordée là, AU2 n'est pas le bon. Donc on repart à l'attaque. J'ai contrasté un peu, j'ai retouché et contrasté la pièce, l'artefact, pour qu'on puisse bien le distinguer. Et Henri me dit, bon, je l'ai trouvé, moi, sur un bateau qui était en train de pourrir dans le cimetière de bateaux de Louquéran. Bon, c'est déjà une information. Et Henri, comme il faisait bien le travail à l'époque et qu'il le fait toujours aussi bien, il agissait avec méthode. Et dans les années 70, il a fait un relevé de l'intégralité des épaves, qui étaient des pinasses, qui étaient des bateaux qui étaient en train de crever, c'est-à-dire des vieilles générations de bateaux qui ont été armés pour la première fois dans les années 50, désarmés dans les années 70, fin des années 70, et qui étaient en train de pourrir sur place dans le cimetière de Louquéran, du côté Plouhinec du pont. D'accord ? Et il fait un relevé et il dessine toutes les silhouettes et il note les numéros et les noms des bateaux. Et il me dit, c'est celui-là, parce qu'il a l'étrave qui regarde vers Audierne. J'ai dit, bon, t'es sûr que c'est celui-là? Il me dit, oui, je suis quasiment sûr que c'est celui-là. Émeraude de la mer, d'accord? On regarde dans son fameux classeur vert, émeraude, c'est pas émeraude de la mer, c'est émeraude des mers, AU 2309, une pinasse construite en 1950 pour François Priol, qui habite à la montagne à Audierne. J'appelle mon autre copain, Monsieur Gouret à Brest, et je lui dis, ça te dit quelque chose ce bateau-là? Il me dit, bien évidemment, je t'envoie la carte d'identité du bateau, et je reçois donc une photographie du registre de l'époque, émeraude des mers, et on a effectivement ces informations, plus d'autres informations, sur le tonnage, la propulsion, le type de motorisation, et puis les campagnes, l'armement du bateau pour chacune de ces campagnes. Donc on a toute la vie du bateau qui est là. Et je lui dis, t'as une photo? Il me dit, oui, j'ai une photo d'émeraude des mers. Et on a une très belle photo, donc avec François Priol, qui est certainement ce monsieur, je ne sais pas quel âge il faut lui donner, qui regarde le photographe là. Et donc on a une photo pour la première fois du AU 2309. Et là, bon, moi je pense qu'on peut être formel, c'est certainement le bateau qui a servi à Henri Kérizit de modèle.
Et quand je lui dis ça, quand je lui montre la photo, il me dit oui, c'est ça. Il s'en souvient. Donc une image peut déclencher des souvenirs qui sont déjà des souvenirs anciens. Hein. On parle de la fin des années 70. Et il me dit oui, c'est ce bateau-là. Je reconnais la couleur, je regarde la forme de l'étrave, j'en connais tout. Et il est allé chercher un autre classeur dans sa documentation qui est immense. Et il est allé retrouver des photographies de sa campagne de relevé qu'il a faite au cimetière de l'Océan. Et là, on retrouve donc le bateau qui est donc Émeraude des Mers ici, et dont la préceinte, ou en tout cas les planches ont été prélevées donc par Henri Kérésit, et il reste debout deux chiffres, le 3 et le 0, et le 9 a été aussi prélevé, mais par quelqu'un d'autre. Donc on ne sait pas. Je peux simplement dire qu'aujourd'hui, voilà, la pièce du puzzle a retrouvé à peu près son schéma d'ensemble. Donc on a bien le AU 2309, et si quelqu'un parmi vous, un jour, trouve le numéro 9 ou a le numéro 9 chez lui, vous m'appelez. Merci.